Aujourd'hui, donc, pour ce webinaire sur l'expatriation et la fiscalité. Donc, je m'appelle Erwan Guillaume et non pas Adrien Claudet, comme c'est indiqué. C'est une petite erreur technique. Donc, je m'appelle Erwan Guillaume, je suis directeur commercial et associé du petitjournal.com. Donc, le média de référence pour les expatriés dans le monde entier que vous connaissez bien. J'espère que vous nous lisez régulièrement. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné pour ce webinaire de Maître Fouénard et de Maître Lecomte, qui sont tous les deux notaires en France. Donc, bonjour Maître, comment allez-vous? Bonjour. Merci encore de votre participation. On est ravis de vous avoir. Donc, Maître Lecomte est un habitué de ces webinaires parce qu'il les présente depuis 4 ans maintenant. Et Maître Fouénard nous rejoint cette année. Donc, ils vont présenter en duo cette thématique. Donc, vous êtes beaucoup d'inscrits. Vous êtes 200 inscrits pour ce webinaire. Là, vous êtes déjà une vingtaine connectés. Donc, on va vous accueillir. Vous recevrez en plus après le replay de l'événement. Donc là, on va faire le webinaire pendant 1 heure à peu près. Et suite à l'événement, vous recevrez automatiquement sur votre mail avec lequel vous vous êtes inscrit, donc le replay du webinaire que vous pourrez consulter à nouveau. Et si vous n'êtes pas présent en ligne à l'heure actuelle, vous pourrez le consulter pour découvrir toutes ces informations. Donc faites-nous coucou, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous préciser d'où vous nous consultez, où vous êtes expatrié. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. Comment va se passer ce webinaire? Donc, on le veut très interactif. Je vais poser des questions à nos 2 notaires et donc ils répondront avec beaucoup de précision à l'ensemble de ces questions. Et dans un deuxième temps, on répondra aux questions que vous posez. Donc, on prendra des questions. Vous pouvez écrire dans la zone de chat en bas à droite. On verra les questions défiler et on essaiera de répondre au maximum de questions par la suite, certainement aux questions les plus généralistes. Après, je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais on essaiera de traiter le maximum de questions. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Et comme je vous le précisais, à la fin de la conférence, vous recevrez le replay de l'événement. Et on fera également un article à la une du Petit Journal pour l'ensemble de nos lecteurs qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Maître Fouénard et Maître Lecomte, je vais vous laisser vous présenter peut-être déjà. Maître Fouénard, si vous voulez commencer. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci au Petit Journal pour l'organisation de ce webinaire qui me semble fort utile. Donc, je suis notaire à Lyon et je suis depuis un peu plus de 2 ans expert auprès du Conseil supérieur du notariat sur les questions de droit international, dans le même pôle que Maître Olivier Lecomte. Et à ce titre-là, notre pôle comporte 8 notaires experts qui se déplacent un peu partout où en fait les consulats nous sollicitent pour délivrer l'information qu'on va vous délivrer, alors sur une petite partie, parce que nos conférences durent plus longtemps, auprès des Français expatriés à l'étranger. Merci beaucoup, Maître Fouénard. Maître Lecomte. Bonjour à tous, donc Olivier Lecomte, je suis notaire à Paris, spécialiste en droit international. On fait partie avec Aurélie du pôle des Français de l'étranger, donc nous intervenons dans ce type de visioconférence ou webinaire au niveau national. Et puis, on se déplace également à l'initiative du Conseil supérieur du notariat dans certains pays pour répondre aux questions que vous pouvez avoir en fonction des thématiques. Et nous écrivons des articles également pour justement faire connaître le droit international. Voilà, donc cette initiative a lieu à la demande du Conseil supérieur du notariat qui nous demande donc d'intervenir pour essayer de vous simplifier la vie, vous qui êtes expatriés et qui rencontrez des problématiques, des questions que n'ont pas les non-expats. Merci beaucoup, Maître Lecomte. Donc, Anne-Christine nous fait coucou de Berlin. Patrick de Rangoon au Myanmar. Donc, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes pour l'instant 33. Je pense que ça va encore grimper largement dans les prochaines minutes. On va commencer donc le webinaire. Maître Lecomte, donc on va parler d'expatriation et de fiscalité. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un petit peu plus le contenu de ce webinaire avec les différents sujets que nous allons aborder? Je m'excuse, je n'ai pas bien entendu. Vous voulez qu'on présente le… Vous avez été coupé au niveau du son pendant quelques secondes. Pardon, vous m'entendez bien, Maître Lecomte, là, à nouveau? Bien, voilà. Je vous en prie. Donc, on va parler pendant ce webinaire de différents sujets. On va parler d'expatriation et de la fiscalité. Oui. Ce que je vous posais comme question, est-ce que vous voulez préciser un petit peu les différents sujets que vous allez aborder pendant ce webinaire? Je sais qu'on va parler bien sûr. Donc,
Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'impôt de transmission des biens à travers des donations ou des successions. On va quand même rappeler que vous pouvez regarder le webinaire qu'on avait fait en 2025 ensemble au mois de mai, qui est disponible sur le petit journal et sur YouTube, dans lequel on avait traité les obligations déclaratives des expatriés, pour ceux qui n'étaient pas branchés l'année dernière. On avait traité l'exit tax et les douanes avec les transports de fonds, combien on avait le droit de transporter par personne et par voyage. On avait traité l'impôt sur la fortune immobilière. On ne va pas reprendre aujourd'hui puisque la loi de finances la loi de finances 2026 n'a pas modifié les seuils d'imposition ni les conditions. Par contre, on va se permettre de vous rappeler dans cette introduction quelques thèmes qu'on avait vus l'année dernière, 2 thèmes, parce qu'on se rend compte dans nos études que depuis l'an dernier, j'avais attiré votre attention sur ces points et qu'on a énormément de dossiers qui sont rentrés à l'étude avec des gens qui ont eu des redressements. Alors, le premier point sur lequel on veut rappeler votre attention, c'est les déclarations comptes détenus à l'étranger. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la période de déclaration de vos impôts. Vous devez faire vos déclarations d'impôts pour la fin du mois. Et certains de vous oublient ou pensent qu'ils ne seront pas repérés, donc ils ne déclarent pas les comptes qu'ils détiennent à l'étranger. C'est une obligation que vous avez quand vous êtes résident de France et que vous avez des comptes détenus hors de France, de déclarer ce compte à l'étranger, mais c'est aussi une obligation que peuvent avoir vos enfants si vous n'êtes plus en France, mais que vous avez des comptes. Par exemple, imaginons que vous soyez parti en Espagne, vous avez ouvert un compte en Espagne et vous avez donné une procuration à votre fils. Et dans ces cas-là, votre fils doit déclarer ce compte, même si ce n'est pas son compte, parce qu'il a une procuration au centre des impôts. Alors, comment fait-on ? On coche la case 8UU sur votre déclaration d'impôt. Ça se fait lorsque vous faites votre déclaration d'impôt sur impôt.gouv. Ça va vous ouvrir un formulaire spécifique, le formulaire 3916 ou 3916 bis. Et dedans, vous allez simplement déclarer j'ai un compte ouvert à telle banque en Espagne. On ne vous demandera pas de donner le montant, mais vous mettrez votre numéro de compte et ça vous évitera d'avoir une amende qui est une amende forfaitaire de 1 500 € par compte non déclaré. Ça veut dire que si vous n'avez pas déclaré des comptes, mais que vous avez 5 comptes, 5 fois 1 500 €. Si c'est un État non coopératif dans lequel vous êtes, c'est 10 000 € par compte non déclaré. Et puis en plus, si sur cette somme, il y a de l'argent qui a abondé le compte, qui n'a pas été déclaré non plus, cette somme au titre des revenus, vous auriez 80% d'imposition forfaitairement sur ces sommes et vous ne pourriez pas demander le bénéfice des conventions fiscales qui vous permettent d'éviter une double imposition. Et ils peuvent remonter 6 ans en arrière. Or, j'ai énormément de dossiers qui sont rentrés cette année parce que les échanges automatiques de données se font avec tous les pays. Là, j'ai eu énormément de dossiers qui sont rentrés de Singapour. Les gens sont loin, ils pensaient qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir et à déclarer ses comptes. Et puis, pour en finir, il y a des redressements. Donc, soyez prudents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel on veut rappeler votre attention et qui avait été traité l'année dernière, parce que c'est un point qui vous permet d'économiser de l'impôt de plus-value. C'est donc le point quant au choix de la date de vente des biens immobiliers que vous pouvez détenir en France ou hors de France en fonction de vos mouvements entre la France, enfin de sortie de France ou de rentrée vers la France. En temps normal, vous avez tendance à aller voir votre notaire en vous posant la question de savoir si vous allez payer de l'impôt de plus-value, notamment votre résidence principale et vos appartements lorsque vous quittez la France. Il faut que vous sachiez qu'on peut être exonéré d'imposition de plus-value sur sa résidence principale lorsqu'on quitte la France et après avoir quitté la France dans un délai qui est bien limité, qui est de 2 ans, avec un maximum jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit votre départ. Mais vous pouvez également avoir une exonération d'imposition de la plus-value lorsque vous vendez une résidence locative, c'est-à-dire un appartement que vous louez, et qui bénéficiera d'une exonération supérieure
à l'exonération que vous auriez eue en France si vous vendez cet appartement après avoir quitté la France. Donc, il y a des fois un choix à faire sur sur la date de vente de l'appartement, mais aussi dans l'ordre de vente. Parce que si vous vendez votre résidence principale, avoir quitté la France, et que vous vendez après un appartement locatif, vous ne pourrez plus bénéficier du deuxième abattement de 150 000 € par personne qui vend en plus donc sur ces résidences. Ça, c'est le premier point. L'année dernière, on l'avait bien expliqué. Je voudrais rappeler une autre chose parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent en France et qui viennent nous consulter après être revenus en nous disant « Ah bah oui, c'est un cas que je viens d'avoir dernièrement, une personne qui revenait d'Italie qui me dit « Ah bah je suis revenu d'Italie, maintenant on va vendre l'appartement que j'ai à Milan ». Alors, c'est un peu dommage parce que si cette personne m'avait consulté avant, je lui aurais dit vendez avant de revenir, il n'y avait pas d'impôt de plus-value à payer en France. Le fait de vendre après être revenu en France et que vous êtes résident de France au moment de la vente, ce n'est pas pour autant que parce que vous vendez un bien qui est hors de France qu'il n'y a pas de plus-value à payer en France. Or, on était exonéré de plus-value en Italie, on ne l'est pas en France, donc la personne va vendre son appartement qu'elle possède en Italie et payer de l'impôt en France comme si le bien était situé en France. Donc, attention, plus-value immobilière, quel que soit votre sens de départ ou de retour, si vous avez des biens, vous consultez un notaire avant de faire votre choix. Vous regardez si éventuellement il n'y a pas une liste, enfin un choix et une stratégie à mettre en place pour diminuer vos impôts. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, je redonne la parole à Erwan pour introduire le… Si je peux juste préciser, parce qu'effectivement, Olivier, que tu soulignes le fait qu'il y a beaucoup de dossiers de redressement, il faut avoir à l'esprit que la France a signé beaucoup de conventions fiscales avec beaucoup de pays, plus de 130 de mémoire, et donc c'est à ce titre-là que les impôts arrivent à avoir ces informations. Donc, quand Olivier disait il y en a certains qui pensent que ça ne se verra pas, aujourd'hui de moins en moins. Donc ces deux points sont vraiment à avoir en tête. Parce que ça passe de moins en moins à l'as, eu égard au fait qu'il y a beaucoup d'échanges entre les administrations. Merci beaucoup à vous deux. Donc effectivement, comme le précisait Maître Lecomte, vous pouvez accéder au webinaire des années précédentes en allant sur lepetitjournal.com. Vous allez dans la barre en haut à droite de recherche et vous tapez le webinaire fiscalité. Vous allez retrouver facilement celui de l'année dernière avec Maître Lecomte. Donc merci pour cette sensibilisation à ces points, Maître Lecomte. Je pense que c'est très important et ce sont des choses à savoir. On va commencer le webinaire effectivement. J'aimerais qu'on parle peut-être pour commencer du statut fiscal des expatriés. Alors pourquoi la notion de statut fiscal est-elle importante ? Alors, effectivement, de votre domiciliation, la réponse à votre question fiscale ne sera pas la même. On tenait à revenir aussi sur cette notion de domicilié fiscal ou en France ou non fiscal en France, parce que bon, il y a un lieu commun dans l'esprit de tout le monde, c'est les fameux 183 jours. En réalité, ce critère est très subsidiaire dans l'appréciation de votre domiciliation fiscale là, le Code général des impôts retient plusieurs critères pour vous considérer comme domicilié fiscalement en France. Alors, quels sont-ils ? Donc, c'est l'article 4B du Code général des impôts qui nous donne ces critères et il suffit que l'un de ces critères soit rempli pour vous considérer comme domicilié fiscalement en France. Le premier critère, c'est j'ai mon foyer d'habitation, mon foyer d'habitation en France ou mon séjour principal. Dans ce premier critère, on y retrouve le fait que vos centres d'intérêt familiaux se trouvent à tel endroit et que donc c'est là où vous faites votre vie. Ça, c'est un premier critère. Donc, si vous avez votre famille, si vous êtes parti hors de France, mais que votre famille, votre noyau familial reste en France, c'est un critère de domiciliation fiscale en France. Si votre noyau familial est hors de France avec vous, mais que vous passez plus de 183 jours en France, là, c'est un critère aussi de domiciliation fiscale en France. Mais il faut savoir que ce critère de 183 jours n'est pas prépondérant. Ce qui compte, c'est vraiment où est votre foyer d'habitation. Et c'est qu'à défaut de foyer d'habitation qu'on se tournera vers les 183 jours. Donc ça, c'est le premier critère qui peut permettre à la France de vous considérer comme domicilié fiscalement en France.
Le deuxième critère, c'est le critère dit économique, c'est-à-dire qu'on va mettre en balance les revenus que vous percevez en France et à l'étranger. Et si ces revenus en France sont prépondérants, la France, au titre de l'article 4B, vous rattachera à son administration. Il faut savoir que le patrimoine que vous conservez en France, pour rentrer dans ce critère économique, il faut que ce soit un patrimoine qui produise des revenus, puisque c'est ces revenus-là qu'on va regarder pour mettre en balance les différents revenus et le critère économique. Le troisième critère qui peut être rempli, c'est le critère professionnel. Exercez-vous votre activité en France ou hors de France? Et là, on va distinguer quelle est la nature de votre activité. Si vous êtes salarié, on va regarder où est-ce que vous exercez votre activité. Mais si vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous dirigez votre entreprise en France depuis l'étranger, là, par contre, on va continuer à considérer que votre activité est en France. Donc, vraiment, sur cette idée de domiciliation, parce que je vis 183 jours hors de France, ça ne suffit pas, ce critère. Il y a d'autres critères que l'administration fiscale française va prendre en compte pour vous considérer comme domicilié fiscalement en France. Et donc, on va se retrouver parfois dans certaines situations où la France va vous considérer comme domicilié fiscalement en France, mais le pays où vous séjournez va aussi vous considérer comme domicilié fiscalement chez lui. Par exemple, l'Italie a des critères également de séjour principal ou de foyer familial. Donc, on peut se retrouver dans ce qu'on appelle un conflit de domiciliation, c'est-à-dire j'ai deux États qui disent « vous êtes domicilié chez moi ». Alors, comment ça se règle? Eh bien, quand on n'a pas de convention fiscale, il faut que les administrations se rapprochent pour s'entendre sur chez qui vous résidez. Et parfois, on a aussi des conventions fiscales qui nous permettent de régler ce qu'on appelle ce conflit de domiciliation. Et là, elles partiront sur d'autres critères que ceux que je vous ai exposés. Et ça sera pour le coup ce qu'on appelle des critères hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on va regarder le premier, s'il est rempli, OK, vous êtes domicilié ici. Mais si le premier critère, il y a un doute, on va passer à un second critère, puis un troisième critère, puis un quatrième critère. Donc, vraiment, sur cette question de domiciliation, il faut être très vigilant et vraiment ne pas vous focaliser sur ce critère de 183 jours, parce que vous aurez compris, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Et si vous dites, moi, ça fait plus de 183 jours que je suis à tel endroit, je suis non domicilié fiscal en France, l'analyse fiscale de votre situation va être biaisée. Et c'est là où, effectivement, il y a un risque quand même de contentieux avec l'administration fiscale. Je vais vous donner quelques exemples, Coralie. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, on a le premier critère que tu reprenais, c'était le foyer plus le séjour principal. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir un foyer en France et un foyer hors de France. Donc, quand il y a un foyer dans deux pays, on regarde le séjour principal pour voir dans quel pays vous passez le plus de temps. Mais vous pourriez passer que 80 jours en France, mais vivre dans 20 pays différents et dans les autres pays, vivre que 70 jours. Même si vous n'avez que 80 jours en France, si c'est le séjour principal, on considérera que c'est la France. Donc, il ne faut pas que la moitié de l'année soit pour vous un critère primordial, c'est en réalité la majeure partie par rapport aux autres pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on voit beaucoup en jurisprudence et pour lesquels il y a des redressements, puisqu'on a des gens qui ont deux foyers. Ils ont un foyer en France et puis ils ont un foyer ailleurs. Alors, l'administration fiscale, quand il y a deux foyers comme ça, elle a un critère à elle qui est bien spécifique et qui est retenu par les juges, c'est de regarder où sont scolarisés vos enfants. Si vos enfants sont scolarisés en France, vous aurez beau dire « Ah ben, moi, je vis en Arabie Saoudite ». Si vos enfants sont scolarisés en France, on va estimer que le couple vit en France et on ne va pas vous laisser faire votre déclaration d'impôt pour vos revenus de source d'Arabie Saoudite hors de France. Donc, il va falloir peut-être, dans ces cas-là, que vous regardiez avec un notaire pour faire un changement de régime matrimonial pour que si dans un couple, il n'y en a qu'un des deux qui partent, soit en séparation de biens pour qu'on puisse dire qu'il y en ait un qui est hors de France et l'autre en France au niveau du statut fiscal de non-résident. Ça, c'est le premier point. Donc, soyez prudents. J'ai même vu un cas de figure dans lequel les gens avaient vendu leurs biens en France et ils revenaient tout le temps au même hôtel. Et dans cet hôtel-là, ils avaient une armoire qui avait été retenue dans l'hôtel pour laisser des habits. L'administration fiscale a considéré que c'était un foyer fiscal en France. Donc, ils peuvent balayer très, très, très large l'administration fiscale. Et d'ailleurs,
quand on regarde tous les critères que Coralie vient de vous donner, vous vous dites, c'est quand même compliqué de ne pas être considéré en France comme résident fiscal de France, même si vous habitez réellement plus de 183 jours hors de France. La preuve en est. Le troisième critère, c'est le centre des intérêts économiques. Le centre des intérêts économiques, c'est vous êtes retraité, vous partez vivre au Portugal, vous avez 4 appartements en France, vous avez votre retraite en France et vous me dites « Ah, mais moi, je suis résident du Portugal. » Non, vis-à-vis de France, de la France, vous êtes résident de France puisque vous avez et une retraite française, de source française, et des revenus fonciers en France. Et ça représentera certainement plus de 50% de vos revenus mondiaux. Et la France peut considérer que vous êtes donc résident de France. Ça veut dire que si vous partez au Portugal et que vous ne voulez vraiment pas être embêté, il va peut-être falloir que vous vendiez tous les appartements que vous possédez en France pour placer l'argent sur un compte au Portugal et avoir des revenus de source portugaise supérieurs aux revenus de source française si vous ne voulez pas tomber dans l'article 4B du Code général des impôts qui vous considérera comme un résident fiscal de France. Alors, petit aparté pour vous dire que vous nous faites beaucoup d'amalgames quand vous venez nous consulter entre « je suis résident de France » et « je suis résident fiscal de France ». Il faut que vous scindiez le civil du fiscal. Ce n'est pas parce que fiscalement, vous êtes résident d'un pays que vous n'avez pas le droit de vivre dans un autre pays. Vous pourriez être résident du Portugal et y habiter réellement, mais rester résident fiscal de France ou être, comme le disait Coralie tout à l'heure, considéré par les pays, la France et le Portugal, comme étant un résident de ces 2 pays. Et dans ces cas-là, c'est la Convention qui va nous dire lequel des 2 pays a le droit de taxer. Ce n'est même pas vous qui allez choisir. Il va y avoir une règle bien spécifique qui va être définie au niveau de la Convention fiscale. Et juste pour effectivement rajouter, comme tout à l'heure, je disais que l'administration fiscale a beaucoup d'informations, notamment, elle se sert beaucoup de vos réseaux sociaux aussi pour savoir où est-ce que vous êtes réellement domicilié, si vous postez que des photos de vous en France. Et que votre compte est évidemment accessible, ça fait partie des outils qu'elle utilise, le bornage du téléphone, enfin des choses. Et donc méfiance aussi par rapport aux frontaliers. Par exemple en Suisse, il suffit de traverser, c'est pas très loin, de faire les allers-retours chaque jour. Effectivement, c'est quelque chose qui a déconseillé par rapport à cette domiciliation. Et pour effectivement préciser l'impact des conventions fiscales, puisque je vois une question dans le menu déroulant. Et oui, effectivement, cet article 4D, c'est est-ce que la France vous considère comme domicilié ? Et si l'autre pays en face vous considère comme domicilié aussi chez lui, c'est là où on va mettre en œuvre la convention fiscale et celle qui va être prépondérante pour départager ces pays. Mais s'il n'y a pas de convention fiscale, on n'a personne pour départager. Et sauf que, en fait, souvent aussi, nous, ce qu'on a dans les études, c'est vous inquiétez pas, j'ai regardé avec mon conseiller fiscaliste la convention fiscale. Oui, à chaque impôt a sa convention fiscale. C'est-à-dire qu'on a des conventions fiscales qui sont liées à l'impôt sur le revenu et des conventions fiscales qui sont liées aux successions. Et donc, selon l'impôt dont on parle, on ne va pas utiliser la même convention fiscale si elle existe. Donc, si par exemple, avec le Portugal, on n'a pas de convention fiscale en matière de succession, on n'aura pas de règlement de ce conflit de domiciliation au terme de cette convention fiscale-là, puisqu'on parle de l'impôt de succession. Donc, il faut vraiment être vigilant et pas faire des raccourcis sur il y a une convention fiscale tout court. À chaque impôt, on va regarder s'il y a une convention fiscale qui correspond. Je suis d'accord avec toi, Coralie. Puis je vais même un peu plus loin parce que aussi, des fois, on a en consultation des gens qui viennent nous voir et on sent que le choix de se domicilier dans un pays est un choix surtout fiscal pour éviter de payer de l'impôt. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne sait pas vraiment si vous allez partir à l'étranger et jouer le jeu à fond. Si vous êtes pour faire une déclaration d'impôt en disant que vous n'êtes pas résident de France, il faut vraiment que vous ne le soyez pas, quoi. Parce que vous allez vous faire toper. C'est vrai, il y a les réseaux sociaux, mais moi, je vois même des gens qui jouent le jeu, qui se font redresser parce qu'ils ne se gardent pas la preuve. Donc, petit conseil, vous partez vivre à l'étranger et puis vous avez l'intention de revenir en France, voir vos enfants, vos petits-enfants, vous allez me faire le système de la boîte à chaussures. C'est-à-dire que quand vous allez être à l'étranger, tous les jours, quand vous faites une commission, quand vous achetez, vous prenez votre facture de chez le boucher, chez le boulanger, vous mettez dans
dans votre boîte à chaussures pour montrer que vous étiez bien là-bas et que vous avez fait un achat là-bas. Et quand vous êtes à l'étranger, vous faites votre achat avec votre carte de crédit pour le bien, pas en liquide. D'accord? Et puis, si demain l'administration fiscale vient vous envoyer, parce que généralement, ils envoient une trentaine de redressements sur le domicile par an en France, mais ils en traitent qu'une vingtaine. Si vous arrivez au centre des impôts avec votre boîte à chaussures en disant « moi, j'ai la preuve que j'étais bien là-bas », je peux vous dire que votre dossier, il risque de ne pas être traité ou du moins d'être en votre faveur, alors que si vous devez aller rechercher rétroactivement il y a 4-5 ans ce que vous avez dépensé sur place pour prouver que vous étiez dans telle capitale européenne ou à l'étranger et que vous n'avez pas fait cette petite boîte, je peux vous dire que vous allez avoir des difficultés à aller amener la preuve de vos séjours, surtout que quand on est maintenant en Europe, on n'a plus le passeport pour pouvoir dire j'étais de telle période, à tel endroit. Donc, soyez prudents. Quand vous êtes à l'étranger, payez un maximum avec votre carte bancaire pour qu'on voit que vous payez bien à l'étranger. Faites-nous une petite boîte pour prouver que s'il y avait un redressement, que vous étiez bien réellement à l'étranger. Et même en faisant ça, ce n'est pas dit que si vous n'avez pas fait une étude préalable sur votre résidence fiscale et non pas la résidence de domicile, la résidence fiscale à l'extérieur, que vous n'ayez pas un redressement. Donc, consultez-nous avant. Partez pas en vous disant il n'y a pas de souci, je m'en vais pour payer moins d'impôts, ça va bien se passer. Vous devez avant faire une étude réelle. Et dans ce sens, je me permets encore un tout petit dernier conseil. Dans ce sens, vous ne gardez pas votre résidence principale comme une résidence secondaire. Trop dangereux. Si vous partez, vous la louez avec un bail, il y a des loyers, on les déclare en France, ou vous la vendez. Mais vous ne la gardez pas en disant je vais revenir voir mes enfants sur la Côte d'Azur ou je vais revenir à Paris, je le garde comme pied-à-terre. Il faut vraiment faire attention parce que là, l'administration fiscale n'aura pas de mal de dire il y a un foyer en France et puis d'essayer d'aller plus loin. Et puis juste, je voulais rajouter justement pour les personnes qui souhaitent s'expatrier pour des raisons fiscales, il ne faut pas oublier que si par exemple vous voulez vous expatrier dans un pays où il y a des conventions fiscales, il ne faut pas oublier que ces conventions fiscales peuvent être dénoncées à un moment. Donc c'est-à-dire que toute votre projection que vous faites sur la base d'une convention fiscale, si l'un des deux États souhaite ne plus l'appliquer et donc la dénonce, toute votre projection sera anéantie. On pense bien sûr, par exemple pour l'impôt sur les successions, jusqu'en 2015, je crois, Olivier, je sais plus. Jusqu'en 2015, on avait une convention fiscale et puis plein de personnes avaient fait des projections patrimoniales au vu de cette convention fiscale. Tu parles de la Suisse, là. Oui, pour la Suisse, ouais. Sauf que pour les décès survenus après 2015, la France avait dénoncé cette convention fiscale et donc toutes les projections qui ont été faites que en perspective d'une fiscalité telle, il y a eu quelques surprises. Donc vraiment, quand vous avez un projet d'expatriation, je pense qu'il faut aussi vous dire qu'il faut avoir un autre intérêt que fiscal quand même à s'expatrier. Voilà. Et puis il faut aussi avoir en tête que même en ayant bien tout bien traité, bien bordé, la fiscalité, c'est une question d'appréciation par l'inspecteur que vous pouvez avoir et que même si on a raison et qu'on a bien tout fait, il faudra peut-être se battre. Ce n'est pas si évident que ça que de se dire qu'on change de domicile pour payer moins d'impôts. Il faut vraiment en réalité que si vous changez de domicile, vous le fassiez et qu'en plus, ça ne soit pas la fiscalité qui soit le moteur, quoi. Parce que pas que vous soyez… Et puis juste, mais tu l'avais abordé, je crois, dans un précédent webinaire, se dire que quand il y a une expatriation, il faut aussi se poser la question de l'exit tax qui peut avoir lieu à ce moment-là, qui souvent on l'oublie un peu, mais il sait bien se rappeler à nous quand c'est le moment. Je reviendrai pas sur les conditions, mais en gros, c'est quand vous avez des capitaux mobiliers et que quand vous expatriez, l'administration fiscale peut vous demander ce qu'on appelle le paiement des plus-values latentes. Alors, il y a des sursis qui peuvent être accordés à ça, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser, notamment, en fait, ce sursis n'est pas automatique vers des pays non coopératifs ou qui n'ont pas de convention d'assistance administrative. Et donc, il faut en faire la demande 90 jours avant votre départ. Donc, comme le dit Olivier, avant
de projeter une expatriation, il faut la préparer, cette expatriation. Il ne faut pas non plus partir, on va dire, la fleur au fusil. Et puis, il faut voir pourquoi vous la faites, quel est votre projet dans cette expatriation. Et puis aussi, par rapport aux impôts, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'impôt sur la plus-value en disant, si vous vendez un bien alors que vous êtes à l'étranger, nous, on a des exonérations, mais il va falloir aussi vous poser la question de ce que va vous demander comme impôt votre nouveau pays de résidence. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut effectivement préparer. Merci, c'est très complet. J'en profite pour vous préciser que le petitjournal.com a lancé le concept de la maison d'expatriation. Donc, c'est à propos. On l'a lancé depuis 3 ans et c'est un lieu éphémère qui ouvre au mois de juin, donc très bientôt, dans lequel vous pouvez aller. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur la maisondexpatriation.com pour rencontrer un conseiller qui vous donnera beaucoup d'informations pour préparer votre expatriation, et qui vous donnera aussi des contacts pour en savoir plus auprès de nos partenaires experts, les notaires, la santé, le patrimoine, différents sujets qui sont importants. Donc, je vous invite à aller voir si vous êtes en France et si vous souhaitez vous expatrier. Merci beaucoup pour ces informations, c'était très clair et très complet. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des impôts de transmission dans un contexte international, donc donation, succession. Est-ce que vous pourriez rappeler les grands points d'attention en matière de fiscalité internationale, s'il vous plaît? Alors, toujours comme tout à l'heure, on a exposé qu'il y avait les règles internes avec 4B et les conventions internationales, et bien là, c'est pareil. Quand on va regarder, quand vous allez faire une donation ou quand il y a un décès, quel pays va taxer le patrimoine transmis, on va regarder s'il y a une convention fiscale ou s'il n'y a pas de convention fiscale qui traite de la taxation de cet impôt. On va regarder s'il y a une convention fiscale, par exemple, entre la France et le Portugal en matière de succession. La réponse est non. Ou avec, par exemple, un autre pays, la Belgique, là, oui, il y aura une convention fiscale, pardon. Donc, quand on n'a pas de convention fiscale, on se réfère à l'article 750 ter du Code général des impôts qui nous dit quoi? Qui nous dit que lorsque le donateur, donc celui qui donne, ou celui qui décède est domicilié fiscalement en France, la France applique sa taxation sur le patrimoine mondial. C'est-à-dire, peu importe les biens, le lieu de situation de ces biens, la France va appliquer son imposition sur le patrimoine mondial. Si le donateur ou le défunt est domicilié fiscalement hors de France, là, on va distinguer. On va regarder où est-ce qu'est son héritier ou son donataire. Si son héritier ou son donataire est domicilié hors de France, à ce moment-là, la France ne pourra taxer que sur le patrimoine français, qui est en France. Si le donateur ou l'héritier, en revanche, est domicilié en France depuis 6 ans au cours des 10 dernières années, à ce moment-là, la France taxera également sur le patrimoine mondial. Pour vous donner un exemple, si vous êtes résident au Portugal en tant que donateur ou défunt et que vous avez un héritier qui est en France depuis 6 ans au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on va remonter à partir du décès ou de la donation 10 ans en arrière, et sur ces 10 ans, l'administration fiscale va regarder si vous avez été domicilié en France pendant 6 ans, mais 6 ans, que ça soit de manière continue ou discontinue. C'est-à-dire si vous avez fait 2 ans, puis vous êtes parti, puis vous êtes revenu 2 ans, puis vous êtes parti, puis vous êtes revenu 2 ans, le critère des 6 ans est bien rempli. Et bien à ce moment-là, notre défunt ou notre donateur, qui est domicilié au Portugal, mais qui a un enfant en France, à qui il transmet son patrimoine, et bien ce patrimoine mondial, c'est-à-dire que si la donation, elle comprend des biens au Portugal et des biens en France, et bien la France, elle taxera sur les biens au Portugal et sur les biens en France. Donc ça, c'est le principe de taxation en l'absence de convention fiscale. Maintenant, avec certains pays, on a des conventions fiscales en matière de succession, en matière de donation. Alors, il y en a très peu. En matière de succession, de mémoire, il y en a 36. Et en matière de donation, il n'y en a que 9. Donc, ça ne fait pas beaucoup de pays avec des conventions fiscales sur ces impôts-là. Donc, on sera plutôt dans le principe de 750 ter dans beaucoup de cas. Pour ce qui est des conventions fiscales, il faudra regarder comment les pays se sont entendus sur la répartition d'imposition entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, avec la Belgique, on a une convention. Alors, la France a dit, moi, je taxerai les immeubles qui sont chez moi. La Belgique, je taxerai les immeubles qui sont chez moi. Les comptes bancaires seront taxés à tel endroit, etc. Et ensuite, il va y avoir un mécanisme pour éviter les doubles impositions qui est soit l'application du crédit d'impôt, soit ce qu'on appelle le calcul d'un taux moyen. C'est-à-dire que
Le pays où vous ne résidez pas va prendre en considération le patrimoine mondial pour calculer un taux moyen d'imposition et l'appliquer aux biens que la Convention l'autorise à taxer. Je ne sais pas si, Olivier, tu veux rajouter des petits exemples. Oui, est-ce que vous voulez… Ouais, je vais remettre des petits exemples parce que on est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte que pour nos internautes que c'est compliqué à suivre. On va reprendre point par point ce que vient de vous dire, enfin, surtout l'article 750 ter, que vous le compreniez bien, parce que si vous êtes concerné par l'article 750 ter dans votre cas de figure, il va falloir que vous alliez approfondir. Premier cas, je veux donner, je suis résident à Paris et j'ai un appartement au Maroc. L'article 750 ter dit quoi? À partir du moment où je veux donner que je suis un résident français, et là, dans mon cas, je suis résident français puisque j'habite à Paris, ben, l'État veut qu'il y ait une égalité devant l'impôt de tous les Français. Et donc, on se moque de savoir si votre appartement est situé à Paris ou s'il est situé à Casablanca au Maroc. La France considère que tous vos biens sont taxables en France. Donc, si vous êtes résident de France et que vous donnez, ou si vous êtes résident de France et que vous mourrez, les biens que vous possédez dans le monde entier sont taxables en France, ou que vous donnez dans le monde entier sont taxables en France. Donc, l'appartement que j'ai acheté à Casablanca, le jour où je vais le donner, ben, je serai obligé de déclarer la donation à Casablanca. Ce n'est pas grave, puisque là-bas, il n'y a pas d'impôt, mais je serai obligé aussi de déclarer cette donation en France et de payer sur la valeur de l'appartement que j'ai à Casablanca des droits de succession à Paris. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, si vous avez bien compris ça, en gros, je suis résident de France, je paye sur mes biens mondiaux. Maintenant, je ne suis pas résident de France parce que j'habite à l'étranger, ce qui est votre cas pour tous les expats. Là, on fait une différence qui va être en 2 points. Le point 1 qui fera que vous serez toujours taxé en France, le point 2 qui fera que vous êtes taxé en France si et seulement si il n'y a pas de convention fiscale, ou du moins si ce n'est pas la convention franco-allemande. Le point 1, vous êtes résident à l'étranger, vous possédez des biens situés en France. L'État considère que les biens situés en France, les appartements, les comptes bancaires, c'est de l'argent qui a été développé en France grâce à l'investissement que la France a fait pour créer des routes, des écoles, et que si vous avez gagné de l'argent avec votre appartement situé à Paris, c'est aussi grâce à l'impôt qui a été utilisé de tous les Français pour développer la région, le département, et donc vous devez payer sur ces biens vos impôts en France. Donc tous les biens situés en France que vous possédez, même si vous n'êtes pas résident de France, seront toujours taxables en France. C'est l'article 750 ter, deuxièmement. Par contre, si vous êtes non résident de France et que vos biens ne sont pas situés en France, ben là, on va considérer que ce n'est pas trop logique de prendre un impôt en France. Donc, on le prend que si et seulement si celui qui hérite ou celui qui va recevoir vit en France depuis plus de 6 ans sur les 10 dernières années. Dans ces cas-là, on regarde si au moment de la donation ou au moment du décès, votre héritier ou le donataire vit en France. S'il ne vit pas en France, on ne le taxe pas. S'il vit en France et que ça fait plus de 6 ans sur les 10 dernières années, on va le taxer. Mais cet article 750 ter, troisièmement, qui autorise la taxe des biens situés hors de France pour les héritiers qui sont en France, ne s'applique que si nous n'avons pas de convention fiscale évitant la double imposition, ou du moins que ce n'est pas la convention franco-allemande. Je vous donne un petit exemple. Vous venez à décéder, vous êtes à l'étranger parce que vous habitez aux USA, vous avez un appartement à New York, votre enfant vit en France, eh ben, votre enfant vit en France, normalement, il devrait payer des droits de succession sur le bien qui est à New York. 750 ter, troisièmement. Oui, mais là, dans notre cas avec l'Amérique, j'ai une convention fiscale qui va nous exonérer. Donc, j'aurais dû payer, mais avant de payer, je regarde s'il y a une convention fiscale, je vais voir le notaire, on le lit avec parce qu'une convention fiscale, c'est difficile à lire, et nous, on vous dit si c'est taxable ou pas. Donc, vous devez procéder par étapes. Ça a été clair, Coralie, ou tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est très clair et je pense en tout cas que comme pour ce qu'on parlait sur la domiciliation, bien avoir à l'esprit que les administrations échangent entre elles. Donc pareil, sur les biens situés à l'étranger ou les transmissions que vous pourriez faire
à l'étranger, à un moment, ça peut se savoir. Et l'exemple de 750R montre, puisqu'on se réfère à la domiciliation pour savoir si on taxe sur le patrimoine mondial ou le patrimoine français, montre que ce qu'on a expliqué avant, la notion de domicile, est hyper importante, puisque vous l'aurez compris, en fonction de là où on vous considère comme domicilié, et bien derrière, on va se demander est-ce qu'on vous taxe sur le patrimoine mondial ou juste le patrimoine situé en France. Donc, vigilance encore une fois sur la notion de domicile. C'est QFD, tu as raison. Et peut-être qu'on peut prendre, Erwan, on pourrait peut-être prendre un peu des questions là avant d'aller. Oui, avec plaisir. Écoutez, pourrait avoir lieu sur ces points qui sont assez compliqués parce que là, je suppose qu'il y a plein de gens qui vont se poser des questions. Alors, vous pouvez poser des questions à droite, on les prendra. Je vais prendre quelques questions qui ont été posées récemment, comme ça on commencera à y répondre. Donc Gilles qui nous dit, pour la détermination du pays de résidence fiscale, il me semble que les dispositions fixes par la convention fiscale bilatérale l'emportent sur les critères fixés par l'article 4B du Code général des impôts. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Coralie, je crois, c'est ça? Oui, j'y avais répondu en disant que effectivement, l'article 4B, c'est une disposition interne et qui cède devant l'application d'une convention fiscale, mais encore faut-il qu'on ait ce qu'on appelle ce conflit de domiciliation. S'il n'y a pas de débat sur le fait que vous êtes résident fiscal à tel endroit, on ne va pas aller voir ce que disait la convention, puisqu'il n'y a pas de débat. C'est en cas de débat qu'on va voir s'il y a une convention fiscale, et puis on va regarder aussi si cette convention fiscale concerne bien l'impôt dont on parle. Oui, il faut, pour qu'on regarde cette convention fiscale, il faut que les deux pays considèrent que vous êtes résident dans leur pays pour qu'on aille arbitrer. Sinon, il n'y a pas besoin d'arbitrer. Il faut ce fameux conflit de domiciliation. Ok. Et généralement, je ne crois pas qu'il y ait de cas, ou peut-être un maintenant avec l'Angleterre, mais généralement, il n'y a aucun pays qui ne vous considère pas domicilié chez lui. Il y en a toujours un qui va vouloir vous domicilier chez lui. Donc le conflit de domiciliation, il est réel. Mais c'est que quand il y a ce conflit-là qu'on va aller voir ce que dit la Convention. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Si on regarde l'article 4B du Code général des impôts, la France, elle nous considère quasiment toujours comme domiciliés en France. Bon. Alors, j'ai une deuxième question de Gilles, c'est votre jour de chance. On va répondre à deux de vos questions. Par exemple, question intéressante qu'il ose poser. Très bien. Par exemple, les contrôles et redressements de la part de l'administration fiscale française se font-ils plutôt l'année de départ de France ou bien plus tard au fil des déclarations annuelles? Généralement, il y a un délai de prescription de 3 ans et on a quand même beaucoup de contrôles qui se font la dernière année. Et comme ça, il y a des intérêts et il y a des pénalités en plus. Donc ce n'est pas l'année du départ obligatoirement. Non, faut… Non. C'est vrai que quand on parle d'impôt sur les successions, par exemple, parce que vous avez une déclaration de succession à déposer quand il y a une imposition en France, il y a un premier dépôt où l'administration émet ce qu'on appelle un certificat de droit, disant oui, vous avez déclaré, très bien. Mais derrière, elle peut effectivement recontrôler et effectivement, on constate qu'elle revient vers les contribuables peu de temps avant la fin du délai pour contrôler. Donc effectivement, il faut être vigilant sur ça. Ouais. Et puis là, quand même, franchement, là, avec l'IA, ça devient compliqué. Parce qu'avant, il y avait des gens qui se trompaient ou qui trichaient, mais sans le savoir. Ils ne savaient même pas qu'il fallait le déclarer. Là, franchement, aujourd'hui, il y a des recoupements dingues et ça va… L'IA, c'est une évolution qui va aller tellement vite que si vous vous amusez à ne pas déclarer là, l'IA, dans 1 an ou 2, elle va faire un boulot terrible et vous serez encore dans le délai de redressement, quoi. Moi, je vous déconseille franchement de tricher. C'est comme l'IFI. Avant, les gens, ils décotaient la valeur en disant qu'il n'y avait pas de risque et ça passait. Maintenant, il faut mettre la vraie valeur, faire que les vraies décotes. Ça devient trop dangereux. Et puis… l'administration fiscale, quand vous allez à l'administration fiscale, avant, les gens, ils étaient gentils. Quand ils parlaient aux gens du fisc, maintenant, ils les engueulent, je vous dis franchement. Et quand vous leur demandez une remise des pénalités, ils n'ont plus envie de les donner parce qu'ils sont tellement maltraités par les gens qui sont assez agressifs qu'ils me disent « non, nous, les pénalités, les intérêts de retard, allez vous faire cuire un œuf ». On est beaucoup moins on est dans une société qui va très vite, où il y a moins de vrais contacts humains et ça devient un peu plus compliqué d'arriver à se défendre quand il y a des redressements parce qu'ils deviennent de plus en plus compliqués. Les frais d'avocat sont très chers sur les redressements. Donc, essayez d'éviter les redressements. Faites bien vos déclarations, quoi. Renseignez-vous bien.
Oui, parce que les gens sont un peu comme, vous savez, l'adage ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Avec l'administration fiscale, c'est pas le cas. Donc, vraiment, oubliez le fait que si vous avez des biens à l'étranger, ça ne regarde pas le fisc français. Si, maintenant, ça les regarde. Enfin, ça les regardait déjà depuis un moment, mais on avait ça à l'esprit. Et là, effectivement, ils ont beaucoup de moyens à leur disposition pour opérer ce contrôle et aussi, notamment, grâce à la coopération entre États. Alors justement, j'ai une question en lien avec ça. Anne-Christine l'a posée il y a 33 minutes, je l'avais noté. En étant résident en France, faut-il déclarer un appartement en Allemagne quand on ne le loue pas? À l'IFI, oui. À Voilà. l'IFI, oui, puisque vous êtes taxable sur votre patrimoine immobilier mondial quand vous êtes résident de France. Quand vous êtes résident hors de France, vous payez l'IFI que sur les biens immobiliers et les parts de sociétés civiles immobilières que vous détenez en France. Mais quand vous êtes résident de France, là, c'est les biens mondiaux. Ok, c'est très clair. Et c'est généralement, on avait aussi beaucoup de redressement avec les gens qui ont une résidence non pas en Allemagne, mais généralement en Espagne. Et puis, ils ne les déclarent pas, ils ont un compte ouvert en Espagne pour payer les charges de copropriété. Et puis, avec le compte à l'étranger, les échanges automatiques de données, ils sont dressés. Oui, puis surtout, comme on a l'obligation de déclarer ses comptes à l'étranger, après, des fois, c'est facile pour l'administration fiscale française de faire le lien et de regarder si effectivement vous n'avez pas des loyers d'un bien à l'étranger, etc. Donc, aujourd'hui, on n'a pas, c'est pas aussi étendu que par exemple ce que demandent les États-Unis à leurs propres ressortissants sur lesquels ils ont un droit de suite. Mais quand même, on a beaucoup d'informations normalement à délivrer à l'administration fiscale française sur ce qu'on détient à l'étranger. Alors, on va prendre une dernière question et après, on va poursuivre le webinaire. Il nous reste encore 14 minutes ensemble. Donc, Patrick du Myanmar. Je suis salarié au Myanmar et paye mes impôts ici. Et je suis également retraité français depuis 1 an. Donc, je déclare aussi en France maintenant. Peuvent-ils me considérer fiscalement résident en France alors que je vis depuis 12 ans au Myanmar? Qui veut répondre? Il faudrait regarder, je ne crois pas, si on parle d'impôt sur les successions, c'est sûr, il n'y a pas de convention fiscale. Sur les revenus, il faudrait que je regarde, mais ce qui est sûr, c'est qu'au sens de l'article 4B, vous remplissez un des critères permettant à la France de... Alors, il faudrait regarder si votre retraite est votre principale source, votre retraite française est votre principale source de revenus. Si tel est le cas, effectivement, vous remplissez le critère dit économique. Le Myanmar, visiblement, vous considère comme domicilié fiscalement chez lui également, puisque vous y payez des impôts. Et donc, après, il faudrait regarder de quel impôt on parle et voir si une convention fiscale permet de régler ce conflit de domiciliation. Très bien. Merci beaucoup, Maître Fouénard. Allez, je continue sur les dernières questions du webinaire. Donc, on parlait justement de l'impôt. Comment déclarer et payer cet impôt depuis l'étranger? Alors, si vous êtes considéré comme résident fiscal à l'étranger, le service auquel vous êtes rattaché, c'est le service des non-résidents à Noisy-le-Grand. Donc, après, soit vous avez déjà un numéro fiscal et donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de télédéclarer puisque vous avez un espace impôt.gouv. Soit c'est une opération ponctuelle. Je pense parfois à des personnes qui sont à l'étranger, qui ont simplement à déclarer, par exemple, un don manuel parce qu'ils ont reçu ça d'un résident français. À ce moment-là, effectivement, on en reviendra forcément au bon formulaire papier. Ce que je voulais quand même attirer votre attention, c'est que il faudra étudier que même si, au vu des conventions fiscales, des abattements qui sont disponibles, etc., il n'y a pas d'impôt à payer, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'obligation déclarative à remplir. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des situations où, effectivement, parce que les abattements sont plus élevés ou parce que la convention fiscale, finalement, aboutit à une non-taxation. Néanmoins, dans la plupart des cas, vous aurez quand même une obligation déclarative auprès de la France sur ces impôts. Je vous donne un exemple. Par exemple, à l'étude, j'ai le cas d'une succession où le défunt était en Belgique. Il avait la plupart de ses biens en Belgique et au vu de la convention fiscale dans cette situation, j'aboutis à une non-taxation
de cette succession en France parce que l'héritier est en France. Néanmoins, cet héritier étant en France, il a une obligation de révélation du patrimoine qu'il a reçu par héritage. Et donc, il doit remplir cette obligation de déclaration. Ça, c'est les articles 800 et 802 du Code général des impôts qui exigent ça. Après, on a une spécificité quand on est non-résident de France et qu'on a des revenus des revenus de source française. La taxation est un peu différente par rapport aux résidents de France, dans le sens où on a créé beaucoup de taxes qui sont forfaitaires. Par exemple, les revenus fonciers, vous allez avoir la possibilité, si vous habitez en dehors de France et que vous avez gardé un appartement que vous louez à Paris, vous avez la possibilité de dire, ben voilà, il me rapporte 20 000 €, je paye 30% d'impôt, point. Un forfait. Mais vous pouvez aussi dire, bah non, moi je ne suis pas dans les tranches à 30%, si j'ai bien fait mes comptes, même avec mes revenus, puisque moi j'ai des petits revenus à l'extérieur, et aller déclarer en France les revenus que vous avez dans le pays où vous résidez, plus les revenus locatifs, et avoir une taxation à 25% parce que vous n'êtes pas rentré dans les tranches à 30%. Donc en gros, vous allez être obligé, parce que c'est quand même assez spécifique, vous allez être obligé de faire appel à un expert comptable spécialisé en droit international, en fiscalité internationale. Et c'est ce qui est un petit peu l'handicap lorsqu'on part à l'étranger, c'est qu'on a affaire à des spécialistes et que généralement, c'est un peu plus onéreux que d'avoir un expert comptable classique, puisque c'est des gens qui ont fait des études supérieures pour devenir spécialistes et que les honoraires sont un peu plus importants. Mais vous avez peut-être intérêt à les consulter parce qu'il y a peut-être des gains à avoir en fonction de votre type de revenu, votre lieu de situation et des options que vous pouvez avoir entre les taxes forfaitaires et les taxes déclaratives. Et puis d'une manière générale, même pour ce qui est impôt de transmission, c'est vrai que nous, on aime bien, en tout cas, collaborer avec des juristes de l'autre pays, parce qu'on a des notions aussi que nous, on a en droit français qui ont comment dire, un impact fiscal en France, qui n'est pas le même à l'étranger. Je vous donne un exemple. Nous, en France, on fait beaucoup de donations des démembrement de propriété sur les biens immobiliers. On donne la nue propriété aux enfants, on se réserve l'usufruit. Et cet usufruit, quand la personne qui en est titulaire décède, revient automatiquement aux enfants sans taxation. Eh bien, par exemple, en Espagne, c'est pas le cas. C'est-à-dire l'extinction de l'usufruit génère une imposition. Donc, en fait, la projection que vous feriez sur votre patrimoine en France ou en Espagne, en considération juste de nos principes français, biaiserait derrière la taxation dans le pays en face. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne attache avec un juriste et si possible, un juriste spécialisé en fiscalité internationale, parce qu'on se rend compte que nous, nos réflexes français, parce qu'on a on a quand même encore des petits avantages fiscaux à faire telle ou telle opération, ce n'est pas forcément vrai en face. Oui, ça peut même des fois générer des doubles impositions. Ça fait pire que mieux. Donc, si vous n'avez pas consulté un fiscaliste de l'autre pays, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous pourriez regretter amèrement votre montage. Je crois que vous aviez un point d'alerte sur les assurances vie. Si vous pouvez, alors, parce que préciser. Oui, souvent, moi j'ai souvent le cas où on me dit ça compte pas, l'assurance vie, c'est un contrat à l'étranger. En réalité, c'est pas tellement le contrat qui compte, on va distinguer. On va regarder. Alors, on va distinguer si vos primes sont versées après 70 ans ou avant 70 ans. Si elles sont versées après 70 ans, on va re-rentrer dans le mécanisme que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'article 750 ter et les conventions fiscales en matière de succession. Et donc, on va regarder si effectivement vous êtes domicilié en France ou domicilié à l'étranger et où est-ce que votre bénéficiaire est-ce qu'il est domicilié en France ou est-ce qu'il est domicilié à l'étranger et éventuellement appliquer les mécanismes de non-double imposition des conventions fiscales. Par contre, si vous avez versé vos primes avant l'âge de 70 ans, là, on rentre dans un impôt qui n'est pas un impôt de succession, qui est un impôt ce qu'on appelle sui generis. C'est un impôt qu'on ne, on va dire, catégorise pas, qui est autonome. Et donc, cet impôt va s'appliquer dès lors que soit le souscripteur est en France, soit le bénéficiaire est en France. Ce qui, en moralité, votre contrat que vous avez fait à l'étranger, si l'un des protagonistes est en France, il sera quand même taxé en France. Donc, méfiance sur les contrats qu'on vous vend à l'étranger en disant ça échappera à l'imposition française, pas toujours. Je vais donner un exemple parce que j'ai une... Ah, ça a coupé.
succession en Espagne. Et ils avaient donc mis leur argent, ils avaient abondé le contrat, c'est-à-dire ils avaient déposé l'argent sur le contrat avant 70 ans. En France, c'est ce qu'on appelle une taxe sui generis, c'est-à-dire qu'on a un abattement de 150 et quelques mille euros par bénéficiaire, et au-delà, on a une taxe dans les tranches à 20 ou 30%. Et au Portugal, ils considèrent que cette taxe, ce n'est pas un impôt de succession, donc la convention fiscale qui évite la double imposition ne fonctionnait pas et je ne pouvais pas déduire l'impôt payé en France de l'impôt payé au Portugal, ce qui faisait que je payais un impôt en France et que j'en payais un double au Portugal parce que l'assurance vie au Portugal, elle n'est pas exonérée de droit de succession. Conclusion, les gens avaient gardé leur contrat en quittant la France en se disant il n'y aura pas de droit de succession à payer, puis se retrouvaient avec 2 fois des taxes. Donc généralement, en matière internationale, les assurances vie, on les oublie. Ou alors, il faut, pour éviter qu'on ait ce problème de double taxation, des fois, on les arrête en France et on va les ouvrir on va en ouvrir une au Luxembourg ou en Suisse. Mais c'est vrai que, parce qu'au-delà des mécanismes de double imposition, des fois, les conventions fiscales ne règlent pas ce qu'on appelle les conflits d'interprétation de certaines notions. Donc, typiquement, effectivement, l'assurance vie, dans certains pays, on va considérer que c'est pas de la stipulation pour autrui, mais un leg. Et vous avez aussi ça sur les comptes bancaires. Alors, je crois que on avait ça avec l'Espagne. Par exemple, l'Espagne considérait qu'un compte bancaire, c'était un meuble corporel, alors que nous, on considérait que c'était un meuble incorporel. Et ça donnait lieu à des situations où soit les 2 pays voulaient taxer malgré la convention, hein, donc vous vous retrouviez à être taxé 2 fois, et en France et en Espagne, soit à l'inverse, si vous étiez chanceux, aucun des pays ne voulait taxer ce compte. Donc, on voit que des fois, malgré la présence des conventions fiscales, on a des notions sur lesquelles il n'y a pas de définition, parce qu'elles ne sont pas définies au terme des conventions fiscales, et donc on peut se retrouver avec soit une double imposition, soit si vous êtes chanceux avec personne qui veut vous taxer, et c'est plus rare. Donc ça nécessite effectivement d'être précis sur la nature de vos biens, ce que vous possédez et à quoi ça correspond. Merci beaucoup. Allez, il nous reste 5 minutes. Je vais prendre 2 dernières questions et ensuite on va conclure. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, Philippe Petit, Français résidant à l'étranger avec des biens à l'étranger, ayant des héritiers potentiels en France et à l'étranger. Faut-il choisir un notaire en France ou à l'étranger pour préparer une succession, testament ou autre? Les deux. Les deux. En France, il faut obligatoirement un notaire en France parce que les transmissions des biens immobiliers et la déclaration de succession, il n'y a qu'un notaire français qui pourra la faire. Et puis, il nous faut absolument un notaire à l'étranger parce qu'on travaille en binôme. Si moi, de mon côté, ou Coralie, on traite votre dossier sans se renseigner avec ce notaire et qu'on ne se rend pas compte de l'impact de notre choix fiscal ou même tout simplement au moment du décès et qu'il va y avoir un blocage, vous allez vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Donc, on est obligé de travailler en binôme, 2 notaires, 2 fiscalistes, un dans chaque pays, ou alors s'il y en a un qui n'est pas là, c'est parce que c'est vraiment un notaire qui est habitué à énormément travailler avec le pays et qui le connaît par cœur. Mais pour le bien, il faut une visibilité maximum et puis faire des calculs des 2 côtés. Et puis, je pense aussi, l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas faire communiquer justement les juristes entre eux. Il ne faut pas aller dire, je vais d'un côté pour mes biens qui sont à tel endroit voir tel notaire, et de l'autre côté, pour ceux en France, voir un notaire en France et ne pas les mettre en relation. Parce qu'en réalité, ce que vous allez faire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des instruments juridiques, vous parlez du testament. Si vous faites un testament où vous dites « je lègue tout à A » et en France, vous venez faire un testament en disant « je lègue tout à B », vous, dans votre esprit, ce qui était en France, c'était à B, ce qui était à l'égard, c'était à A. Et en fait, la façon dont vous avez rédigé peut faire que les 2 se télescopent et s'annulent. Donc, l'erreur vraiment à ne pas commettre, c'est de scinder les choses et de se dire je fais ça d'un côté et ça de l'autre. Non, il faut vraiment de la communication entre les deux. Et d'ailleurs, tu as tout à fait raison. Pour le bien, il faut qu'un testament dans l'un des 2 pays et il faut regarder si l'autre pays va reconnaître le testament fait dans le pays qui a été choisi. Et donc ça, c'est du droit civil, mais ça nécessite aussi une analyse et d'avoir affaire non seulement en France à un notaire spécialisé en droit international, mais aussi à l'étranger. Et ça, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué parce que on a ouvert un peu la France, la voie du droit international dans le notariat. On a fait un congrès spécialement dessus et on s'est formé les notaires. C'était un domaine il y a encore 10 ans qu'on maîtrisait assez mal. Donc, on est monté en compétence dessus, mais on se rend compte que la compétence
en matière de droit international dans certains pays est assez limité et on a beau essayer de les corriger, de leur expliquer, des fois on a du mal à se faire comprendre. Alors vous, qui n'êtes pas des spécialistes de droit international, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir si vous ne faites pas aider. Hein. Merci beaucoup à vous deux. Une dernière question d'Amandine. La convention fiscale franco-allemande est-elle atypique? Il me semble avoir perçu dans vos propos qu'elle pourrait avoir quelques particularités. Alors, vous n'allez pas la détailler dans son ensemble, mais Non, en quelques elle n'est mots. pas atypique, mais elle est hyper moderne dans le sens où elle applique l'article 750 ter troisièmement en totalité. C'est la seule qu'il fasse. Donc, les Allemands sont très pragmatiques. Ils veulent que l'argent rentre et ils ne s'attachent pas, au droit, ils s'attachent surtout à la fiscalité. Et la France et l'Allemagne ont fait une convention qui est assez compliquée à comprendre, qui nécessite d'être aidée, mais qui permet à chacun des pays de prendre leur imposition maximum sans qu'il y ait de double imposition. Parfait. Merci beaucoup, Maître Lecomte. Deux dernières questions très rapides. Donc là, on a abordé beaucoup de points. Qu'est-ce que vous conseillez en fait aux expatriés? Quelles ressources sont disponibles pour qu'ils puissent en savoir plus sur leurs obligations fiscales? Alors, nous, la profession met à disposition plusieurs guides que vous pouvez retrouver en tapant tout simplement dans Google, hein, guide de l'expatriation, guide de la fiscalité internationale, sur lequel on va dire il y a. Alors, c'est quand même technique, hein, c'est pas de la vulgarisation, c'est vraiment. Voilà, c'est un travail précis, mais ça permet déjà voilà, d'avoir des clés de compréhension. Et puis, effectivement, on fait régulièrement des webinaires, notamment avec vous, pour donner ce point d'information. Donc, je vois dans le chat, plusieurs personnes demandent les enregistrements précédents. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, vous pouvez retrouver ça. Et puis, après, effectivement, il faut vous tourner vers un professionnel qui s'y connaît. Évitez ChatGPT, parce que vous avez des informations, mais il faut savoir que ChatGPT pioche dans beaucoup de ressources, et notamment des ressources qui ne sont pas forcément fiables. Donc, votre réponse que vous obtiendrez par ChatGPT ne sera pas forcément d'une grande fiabilité. Donc, on va dire ça peut vous donner de premières sources de recherche, mais soyez critique à l'égard des sources que ChatGPT vous donne. Et puis faites-vous accompagner dans votre expatriation. Ouais, bien, c'est un peu compliqué, c'est vrai pour vous, parce qu'en plus, nous, dans le notariat, comme on n'a pas le droit de se faire de publicité personnelle, on a le diplôme de spécialiste avec Coralie, mais on ne peut même pas l'inscrire et il n'y a même pas une liste des notaires spécialistes en droit international que vous pouvez retrouver à ce jour. Donc, et vous avez des fois des gens qui disent qu'ils sont spécialistes parce qu'en ce moment, c'est à la mode de se dire spécialiste en droit international, mais qu'ils ne le sont pas vraiment. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous allez devoir travailler un peu avec le bouche à oreille sur les gens où vous demandez au Conseil supérieur du notariat, vous appelez, puis vous demandez, ou à votre chambre des notaires, dans lequel vous dépendez, vous appelez en disant « j'ai besoin d'un bon notaire spécialisé en droit international », ils vont vous le dire. Alors, je reviens sur les informations. Donc, nous, on travaille avec le Conseil supérieur du notariat depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, alors, je ne vais pas vous donner l'ensemble des contenus ici dans la zone de chat, mais il suffit que vous alliez sur lepetitjournal.com. Il y a une rubrique à peu près au milieu de la homepage, au milieu vers le bas, qui s'appelle une rubrique fiscalité avec le Conseil supérieur du notariat. Vous cliquez dessus et vous allez arriver avec l'ensemble des informations qui parlent de plein de sujets, du PACS, de la fiscalité, du mariage, du testament. On doit avoir à peu près une cinquantaine de contenus, voire plus, avec les experts notaires. Et puis, vous retrouvez l'ensemble des webinaires. On en fait 2 par an avec le Conseil supérieur du notariat. Donc maintenant, je vais conclure. Je vous remercie encore toutes et tous d'être venus pour votre intérêt. Vous allez recevoir le lien du replay juste après, notamment pour une personne, je crois, qui n'avait pas le son. Donc, vous allez peut-être avoir le son maintenant, un problème technique, je pense. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je voulais remercier, bien sûr, Maître Fouénard et Maître Lecomte pour tous ces conseils, toutes ces précisions et ces exemples qui sont très clairs. Et je vais vous passer la main pour conclure, peut-être le mot de la fin. Honneur à vous, Maître Fouénard.
Eh bien, merci pour nous avoir permis d'ouvrir cette fenêtre sur la fiscalité internationale. Je voulais juste, pour conclure, préciser que là, on parle de fiscalité, mais ne négligez pas l'aspect civil de votre situation, c'est-à-dire qui va hériter, comment ils vont hériter, dans quel code-part, quelle loi va dire qui hérite, parce que des fois, en fait, il faut que vous ayez conscience que quand vous êtes parti à l'étranger, vous n'avez pas emporté la loi française dans vos bagages. Et donc, en fait, ça, il faut vraiment se pencher dessus parce que de cette loi civile vont découler des conséquences fiscales. Donc là, on est sur un webinaire fiscalité, mais ne négligez pas le premier aspect qui est votre vie, en fait. Coralie, tu as raison de dire qu'ils n'ont pas emporté le droit français dans leur bagage. Par contre, même s'ils ne voulaient pas, ils ont emporté la fiscalité française dans leur bagage. Ça, ils n'ont pas eu le choix. C'est vrai. Et ce qu'on vient de vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire que là, vous pensez, parce que vous êtes parti à l'étranger, ne plus avoir d'impôts à payer en France, ben, ce n'est pas gagné, ça. Alors que par contre, le code civil, il ne s'appliquera peut-être pas où vous êtes. Et que là, il va falloir faire une démarche pour, dans votre testament, dire je veux que ça soit le code civil qui s'applique et non pas la loi musulmane de tel pays parce que je m'en vais dans un pays musulman dans lequel les filles ne pourront pas hériter. Vous voyez, donc là, attention, quoi. Merci encore à tous. C'était le mot de la fin, Monsieur Lecomte, je suppose. C'était votre mot de la fin? Oui, très bien. Et je souhaite une agréable journée à tout le monde. Et n'hésitez pas à consulter si vous avez besoin. Faites l'investissement. Merci encore. Très bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.